qui sont des anomalies acquises retrouvées dans 50% des cas. Le karyotype est généralement complété par des techniques de fiche à la recherche d'anomalies chromosomiques parfois non détectables en cytogénétique conventionnelle. Il faut savoir que ces anomalies permettent de classer plus précisément les LA. Leur mise en évidence est capitale pour définir le traitement et le pronostic. La biologie moléculaire, c'est la mise en évidence. Comme autre bilan, on a la biologie moléculaire qui est la mise en évidence de mutations ponctuelles de certains gènes d'intérêt non visibles en cytogénique conventionnelle ou en fiche, par des techniques plus précises et capitales pour définir le pronostic de la maladie, de rechercher des cibles thérapeutiques et pour le suivi des patients. Pardon. Nous avons le bilan d'extension. Le bilan d'extension a pour objectif de rechercher les différentes localisations de la leucémie, mais aussi de détecter un éventuel retentissement métabolique. Ce bilan comporte une étude du liquide céphalo-rachidien qui permet d'affirmer ou d'infirmer une localisation ménagée. Cette dernière est confirmée par un nombre de leucocytes supérieur à 5 éléments par millimètre cube avec présence de lymphoblastes. Nous avons une radiographie du thorax qui est à la recherche de masse médiastinale présente en particulier dans les LAL type B. Et il faut savoir que cette radiographie rechercherait également une atteinte pulmonaire de nature infectieuse pouvant compliquer la maladie. Une échographie abdominale qui recherchera une atteinte hépatique ou splénique particulièrement fréquente. En un ionogramme sanguin, le dosage de l'urée, de la créate, de l'uricémie, la calcémie et la phosphorémie pour rechercher un syndrome de Leigh tumoral, particulièrement menaçant dans les leucémies comportant une hyperleucocytose majeure. Et on a un bilan d'hémostase à la recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée. Il y a le groupe sanguin, les RAI, LDH, test d'Emel et CellCAOP plus cytospine. Au niveau du bilan pré-thérapeutique, nous avons le bilan hépatique, le statut virologique, la glycémie à jeun, l'ECG, l'écho-cœur et le fond d'œil si les plaquettes sont inférieures ou égales à 50 000. Concernant les formes cliniques, en premier lieu, nous avons la forme possible ou asymptomatique. Ce sont des formes découvertes fortuitement à la suite d'un hémogramme, habituellement dit de routine. Nous avons les formes selon l'âge. Nous avons la leucémie aiguë lymphoblastique du nouveau-né, qui peut être rare. La leucémie aiguë lymphoblastique du nourrisson. C'est des formes graves, heureusement, qui peuvent être peu fréquentes. Elles se manifestent habituellement par un syndrome tumoral, hépatosplénomégalie, une hyperleucocytose marquée, une atteinte neuroméningée, une altération chromosomique préjorative et une chimiorésistance. Nous avons également la leucémie aiguë lymphoblastique de l'adulte, pas de l'adulte jeune. C'est ce qu'on a vu dans le type de description. Concernant les formes selon la cytologie, nous avons en premier lieu la leucémie aiguë myéloïde, appelée LAM. Habituellement, se manifeste par un syndrome hémorragique. Au niveau biologique, à l'hémogramme, nous avons la présence des cellules blastiques myéloïdes. Le myelogramme nous permet de distinguer le type cytologique et de faire la classification. Également, nous avons des blastes en forme de bâtonnets azurophiles dans le cytoplasme, appelés des bâtonnets de Hauer. Comme classification des LAM, nous avons le LAMO 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dehors du LAM, dans les formes selon la cytologie, nous avons les formes biphénotypées qui accompagnent fréquemment des LA. C'est un tableau d'une LAL avec hyperleucocytose et splénomégalie. Les cellules ont à la fois un phénotype pré-B et un phénotype myélomonocytaire. Et dès qu'on est en face d'une leucémie biphénotypée, c'est une leucémie de très mauvais pronostic. Les formes selon la masse tumorale. Nous avons en premier lieu des formes tumorales hyperleucocytaires. Habituellement, c'est face à un syndrome de Leigh spontané. Il y a un risque d'aggravation massif lors du début du traitement qui justifie une préphase par les corticoïdes progressifs. Mais sur le plan biologique, il faut systématiquement rechercher une acidose, une hyperphosphorémie, une hyperuricémie, une hyperkaliémie et des signes de CIVD.
et tout ça pourrait entraîner une insuffisance rénale aiguë. Et également, nous avons des formes hypoplasiques qui sont très rares chez les sujets jeunes. Les formes selon le terrain. Devant l'immunodépression, on peut avoir une forme congénitale ou une forme acquise et également l'aberration chromosomique habituellement chez les patients T21 ou chez des personnes avec inversion ou translocation du chromosome 16. Ça, c'est beaucoup plus chez les patients qui ont une LAM et une anomalie du chromosome 11q23. Nous allons passer aux formes compliquées. Nous avons en premier lieu les infections. Ça constitue un risque vital immédiat si on est face à un choc septique ou une pneumopathie initiale. Il y a nécessité de réaliser un bilan microbiologique en fonction du site clinique d'infection, une hémoculture, un ECBU, des prélèvements localisés et d'un traitement préventif avant l'installation du choc septique. Habituellement, les germes incriminés sont des coccygrammes négatifs, à savoir des Klebsiella, des enterobactères, des biocyaniques, des coccygrammes positifs, des staphylocoques ou des streptocoques, des champignons, des candidoses et des aspergilloses, et également peut avoir des virus et des parasites. Comme deuxième complication, nous avons le syndrome de Leigh tumoral. Comme on disait, ça survient parfois spontanément ou à l'occasion d'une corticothérapie intempestive. Il est parfois révélateur de la LAL. Ces manifestations sont une insuffisance rénale avec hyperuricémie, hyperkaliémie, hyperphosphorémie et hypocalcémie. Parfois, l'insuffisance rénale est liée à une infiltration rénale par des cellules leucémiques. Comme autre forme compliquée, nous avons le syndrome hémorragique d'origine plasmatique. C'est surtout fréquent au cours des LAM, beaucoup plus le type 3 et le type 5. Peut s'observer lors du début du traitement des LAL, surtout dans les formes hyperleucocytaires, et le risque de la CIVD et l'hémorragie cérébro-méningée. Nous avons également la forme hyperleucocytaire, comme on l'a dit, qui concerne environ 10% des patients. Et c'est aggravé par les transfusions sanguines et est très rapidement fatal en l'absence de cytoréduction rapide. Et également, comme autre forme compliquée, nous avons une aplasie post-thérapeutique, l'anémie et l'hémorragie, l'infection suite à une neutropénie fébrile pouvant conduire à un choc septique fulminant. Comme autre forme compliquée, nous avons les complications tumorales. Il s'agit des compressions par des masses ganglionnaires dans les formes LALT, des localisations neuroméningées, des localisations testiculaires qui surviennent la plupart du temps lors des rechutes, des localisations cutanées ou gingivales. Elles sont beaucoup plus observées dans les LAM4 et LAM5. On a des localisations osseuses et des localisations pulmonaires avec détresse respiratoire par le costase pulmonaire.